Bonsoir à tous et merci de rester fidèles aux 19h50 de Canal 2 International. Sans plus tarder, le sommaire. Phénomène inédit à Buea. La ville a été inondée par des eaux boueuses provenant du mont Cameroun, plongeant la population dans l'inquiétude et la stupéfaction. Le Covid-19 impose une nouvelle page de discipline dans le secteur des transports. Surcharge au degré zéro et nombre de places taillées à la mesure de la distanciation requise. Dans ce journal, on observera la fermeté du ministre des Transports face au constat sur le terrain. Quelles sont les solutions médicales mises en œuvre au Cameroun pour lutter contre le Covid-19? Les cliniques et hôpitaux privés sont-ils associés? Quelles sont les capacités d'accueil de l'ensemble des hôpitaux du Cameroun? Des questions qui seront posées ce soir à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Gervais Atedjoué, son secrétaire général, est notre invité du journal. Et enfin, plus de 2 tonnes de sacs plastiques non biodégradables ont été saisis ce jour à Ngaoundéré. Ils étaient destinés à la ville de Yaoundé, la capitale. Voilà pour la une du 19h50. Bienvenue à tous. Buea sous les eaux du mont Cameroun. Un phénomène inédit s'est produit après les fortes pluies qui se sont abattues hier dans la ville. Les eaux boueuses ont coulé abondamment, balayant tout sur leur chemin. Un phénomène que décrit ici Inès Ondouambala, notre correspondante. Le chat de Dieu décide de faire sa grande toilette et les eaux boueuses et noirâtres de son bain emportent tout sur son chemin. As I zoom, let me zoom again up the mountain. This is the water from the mountain. This is the water. That is the track. That is the track. That is the track. That is the track. Un phénomène inédit survenu dans la ville de Buea. Buea General Hospital. Buea General Hospital. Au moment où les gens se confinent suite aux mesures préventives contre le coronavirus, seuls les courageux assistent à ce spectacle sans nul autre pareil. But the rain disturb, it destroy. Got the Comowaran of a mountain with cutting grass, kind things. The rain enter inside my house, wet my mattress. And we even feared that they might have recorded some death somewhere, but we never saw anything like that. Signe des temps pour les uns, simple phénomène géographique inhabituel pour les autres, chacun y va de son interprétation. Phénomène naturel faisant l'actualité, les éboulements de terrain qui ont suscité une réaction du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et pour en parler, allons retrouver tout de suite Alain Ghislain Kanga du côté de Yaoundé. Bonsoir Alain. Vanessa Mela, bonsoir à tous. Après ces événements d'hier, le ministre de la Recherche scientifique qui a promptement réagi tient à indiquer qu'il ne s'agit guère d'activité sismique sur le mont Cameroun, mais une question climatique. Je vous propose un extrait de Madeleine Tuente, le ministre de la Recherche scientifique, qui a été rencontré par Rodrigue Tonguet. La montagne n'a pas du tout tremblé. Nous avons des sismographes, même comme la plupart des sismographes ont été détruits par les ennemis de la République, nous avons des sismographes au niveau de Yaoundé qui enregistrent tous les mouvements du mont Cameroun. Et maintenant, comme nous sommes dans le système mondial de sismographie, même si la montagne tremble, on enregistre ça même en Chine, même au Japon. Donc je peux vous rassurer ici, la montagne n'a pas tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a trop plu. Il a trop plu à Buea.
climatiques font que maintenant les nappes souterraines, les nappes phréatiques étaient pleines, engorgées. Et du coup, ça a exactement fait ce qui s'est passé en Gouaché. Ça a explosé. Il y a eu glissement de terrain. Ce glissement de terrain a entraîné une masse d'eau telle que vous avez vu. Mais ce n'était pas... C'est parce que la nature du Mont Cameroun n'est pas de même nature que par exemple en Gouaché. En Gouaché, il y a eu beaucoup de boue. Là-bas aussi, il y a eu beaucoup de boue, mais comme la montagne est telle qu'elle est, c'est pour ça que vous avez vu toute une rivière qui a dévalé la pente de la montagne et elle allait. Mais nous pouvons dire qu'il n'y a eu ni dégâts matériels importants, ni mort d'homme. Donc nous ne comparons en Gouaché que par rapport à ce qui est arrivé au changement climatique. Mais sur le plan humain, sur le plan des désastres, nous pensons que nous pouvons rendre gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Donc je voudrais dire ici que la montagne n'a pas tremblé. Parlons à présent de l'épidémie Covid-19 qui se répand progressivement au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques heures ici à Yaoundé, a fait le point sur la situation épidémiologique dans notre pays. Il en ressort que le Cameroun enregistre désormais 75 cas avec un décès et 2 personnes guéries. Manaouda Malachi, au sujet d'Achille Essomé Moukouri, décédé le 23 mars dernier, dont la famille affirme être mort de suite de Covid-19, a soutenu que le défunt n'avait pas subi de test. Il est donc impossible d'affirmer qu'il est mort de cette maladie, selon le ministre de la Santé publique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les mesures de barrière dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sont de mise dans la cité capitale. Dans les carrefours et les quartiers, des points d'eau et du savon sont installés pour le grand bonheur de la population. On voit cela dans cet élément de Karel Mezatatuya, Delphine Fonkoutene et Samuel Bonis. Un point d'eau et du savon, dispositif bien installé ici au rond-point Loncarc de Yaoundé. Pour la kyrielle d'usagers de cet axe de la capitale, tout le monde est appelé à se laver les mains. Mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Sans cela, je peux être contaminé et amener cette maladie chez moi. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai des petits-enfants qu'il faut éviter que ça les prenne. Sur place, pour intensifier la sensibilisation, des volontaires de la Croix-Rouge camerounaise, initiatrice de ce projet. Comment bien se laver les mains? Le processus est expliqué à chacun. La paume, le revers, entre les doigts. Vous nettoyez les ongles. Avec l'accroissement des chiffres liés au nombre de personnes atteintes de Covid-19 au Cameroun, plusieurs grands carrefours de la capitale ont été équipés de ces points d'eau pour le plus grand bonheur des populations. Parce qu'on dit laver les mains, tu n'es pas sorti de ta maison, tu ne vas pas marcher ta bouteille de bien au savon dans le sac. Comme cela, c'est une très bonne chose. C'est important de le faire. Se laver les mains à chaque carrefour, ça se passe dans les rangs, à tour de rôle et en respectant les 1 mètre d'écart, bien sûr. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie, le ministre des Finances, dans un communiqué, a prescrit le respect strict des mesures édictées par le gouvernement aux institutions bancaires. Ceci pour permettre aux fonctionnaires qui passent à la caisse en période de confinement depuis ce mercredi à Yaoundé de se protéger et protéger les autres. On voit cela avec Karel Mezatatuya, Arnaud Gueffak et Samuel Bonis. Au rôle des régulateurs de rang, les agents crient à l'ordre. Reculez, 1 mètre et demi, 2 mètres même, reculez, reculez encore, reculez s'il vous plaît. La méthode réussit bien, malgré quelques résistances. À tour de rôle, les usagers cueillent le sésame au bout du protocole de discipline mis sur pied. Discipline en 2 étapes essentielles. Se désinfecter les mains et s'aligner conformément aux prescriptions et suivant le marquage convoqué en renfort. Même scénario observé un peu partout dans les institutions bancaires, comme ici, non loin de la poste centrale. Usagers appelés au respect de la distanciation. La sécurité en poste pour jouer leur partition. Les distributeurs de gel hydroalcoolique accrochés ça et là
tout comme les affiches porteuses de messages de sensibilisation. La lutte contre le Covid-19 ici est sans pitié. Vigile bien paré. Information de dernière minute, la conférence de presse que vient de tenir le ministre de la Santé vient de s'achever à l'instant et on retient que sur les 75 cas, 69 se portent très bien selon le ministre de la Santé publique. Je vous l'ai dit, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Allons maintenant apprécier le transport à l'épreuve du Covid-19. Le secteur a subi les conséquences de la pandémie. Une série de mesures a été prise pour limiter la propagation. C'est pratique dans cas pratique dans la ville de Douala avec Yvonne Katikeng et Stéphane Binac. C'est une pilule amère qu'il va tout de même falloir avaler. Pour la sécurité du chauffeur et des passagers, les transporteurs ont été sommés de réduire le nombre de passagers pour limiter les cas de contamination. Dès qu'on est venu le matin, on n'était pas bien au courant. Mais dès que le premier voiture qu'on a chargé à 18, on nous a interpellé la voiture doit prendre 13 personnes. À la gare routière Sodiko à Douala, les responsables des agences de voyage ont pris la mesure de la gravité de la situation. Ces cars, qui généralement transportent 18 passagers, ce matin, 13 à peu près, sont sur le départ du sud-ouest. Une voiture qui prenait 18 personnes, aujourd'hui se retrouve à 13 personnes. Bon, il y a le carburant, il y a le manque à gagner chez les chauffeurs. Ce n'est pas fait de soucis pour être mal à gagner ou gagner de plus, parce que c'est la vie de tout chacun, quoi. C'est une mesure drastique, certes rigide, mais les transporteurs y voient une décision salutaire et vitale, même si les recettes vont à nouveau prendre un coup. C'est trop dur. Les histoires de coronavirus, là, vraiment, on ne s'en sort pas. On ne peut que marcher au rythme du gouvernement, parce que c'est pour notre sécurité. Sur la ligne Douala-Yaoundé, l'un des plus gros transporteurs subit depuis le début de la crise. Une agence très souvent bondée de monde. Ce midi, à peine 2 clients achètent leur ticket. Et les bus, les voici, cloués au sol, à la recherche des passagers. Initialement, il fallait 70 passagers pour faire le plein. Ce mercredi, l'agence peine à faire 2 départs. Les 50 passagers désormais autorisés, il faut pouvoir les trouver. Dans l'ensemble, la nouvelle disposition prise par le ministre des Transports est salutaire, même si les mesures d'accompagnement restent attendues. Explorons l'applicabilité de ces mesures et la capacité de suivi de la mise en œuvre par le ministère des Transports. C'est dans un entretien avec le patron des Transports, Jean-Ernest Ngale-Bibehe, interviewé par Arnaud Guefak. Merci, monsieur le ministre des Transports, de répondre aux questions du Canal 2 International. Vous avez rendu public un ensemble de mesures dans le cadre de l'implémentation des directives du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Ces mesures, rappelons-le, confrontent les acteurs du secteur des transports à un nouveau mode de fonctionnement. Est-ce qu'elles sont applicables? Il faut noter ici que dans les 13 mesures prises par le Premier ministre chef du gouvernement et qui dévoilent les contraintes à mettre en application par tous les départements ministériels, le ministère des Transports, dont j'ai la haute charge de faire implémenter, mais alors avec toute la rigueur nécessaire, les mesures restrictives qui doivent désormais gouverner l'administration des transports dans tout le territoire national. Il veillera, le ministère des Transports, au respect scrupuleux des dites mesures. Quelle est la capacité de suivi qu'a le ministère des Transports pour mettre en œuvre ces mesures? Le ministère des Transports a des départements, des services déconcentrés sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, de concert avec les administrations partenaires, dont la police, la gendarmerie, également l'armée, des descentes sur le terrain seront faites pour s'assurer que les opérateurs du secteur des transports mettent effectivement en œuvre toutes les mesures prescrites dans les 4 sous-secteurs des transports. Évidemment, la conséquence de ces mesures pourrait être l'inflation des tarifs de transport. Quelles sont les dispositions que le ministère a prises pour éviter cela? Chacun de nous devrait, à son niveau, aussi petit soit-il, de contribuer à barrer la voie au Covid-19.
Le ministère des Transports ne tolérera donc pas que les spéculateurs puissent en profiter pour leur remplir les poches en augmentant les tarifs des transports. Je voudrais ici dire, avec toute la fermeté, que la non-mise en œuvre efficiente de ces mesures est susceptible de conduire à l'arrêt total pendant 15 jours au moins de l'ensemble des activités de transport urbain, périurbain et interurbain. Il faut donc aujourd'hui comprendre que la vie n'a pas de prix. Merci Jean-Ernest Galé Bibéré, ministre des Transports. Et parlons à présent des communes d'arrondissement, leur apport dans la lutte contre le Covid-19. Et on en parle à Douala avec vous, Vanessa Mela. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Effectivement, à Douala, certaines communes d'arrondissement s'activent dans la lutte contre le coronavirus pendant que d'autres traînent encore le pas. La mairie de la ville, quant à elle, a lancé une opération de désengorgement des carrefours pour une meilleure fluidité de la circulation. Robert Chalitok et Thierry Nana ont observé pour nous les mesures préventives qui prennent corps progressivement dans la ville. Lutte contre la propagation du Covid-19, les mairies d'arrondissement dans le viseur. À Douala 4e, les points d'eau sont visibles dans les carrefours et lieux de foisonnement de personnes. Maintenant, l'autre, c'est que quand vous allez sillonner notre commune d'arrondissement de Douala 4e, vous voyez dans des carrefours populaires avec les motos taximans, vous verrez le même dispositif pour que ces gens puissent se laver les mains tous les 3 heures de temps. Si ici, des mesures sont visibles chez certains, le principe est acquis, la matérialisation est à venir. Notre mairie a décidé d'accompagner non seulement les commissariats, mais les marchés, je ne vais pas là dire tous les endroits qui font foule. Ceci dit, nous avons décidé d'installer dans chaque marché des points d'eau. La sous-préfecture, un point d'eau, toutes les délégations d'arrondissement, 2 points d'eau, les hôpitaux, 2 points d'eau. À Douala 2e, les mesures restent appliquées dans les périmètres de la mairie. En somme, des actions très peu visibles sur le terrain par des Doualais qui s'expriment. Les maires ne sortent pas. Depuis que cette histoire est là, on ne les voit pas marcher dans le quartier pour nous démontrer que franchement on peut laver les mains comment, on doit faire comment. C'est pas tout le monde qui a la télé chez lui, hein? C'est pas tout le monde qui est câblé pour que après, bon voilà. Pour désengorger les carrefours, éviter les attroupements et par ricochet la propagation du virus, la mairie de Douala est en action. Fluidifier la circulation le long des grands axes de la ville de Douala, notamment les carrefours clés, les carrefours qui posent problème. Quels sont les problèmes posés que pose la présence de ces transporteurs, qu'ils soient des bensikineurs ou des chauffeurs taxis, et voir en les délogeant à ces carrefours, voir quelle est la solution ou quelles sont les solutions alternatives qu'on peut leur proposer. À Douala, des mesures de lutte contre le Covid-19 progressivement prennent corps, vivement la vitesse de croisière. Ostensoir et corps du Christ dans les rues des Bolova en plein carême. Une solution de l'évêque pour combattre le Covid-19. Accompagné de ses prêtres, il a parcouru les rues de la ville pour semer la graine de la vie, tout en invitant les enfants de Dieu à respecter les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics. Ambroise Foguet a fait ce chemin pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rue de Bolova ce jour, Ostensoir et Sacré-Cœur du Christ exposés à l'adoration du peuple de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Face au funeste coronavirus, la procession du Saint-Sacrement est un acte de foi qui vient réaffirmer que Dieu est source de vie. Pour que le fléau ne s'approche pas de nous. Nous voulons également prier le Seigneur de donner à cette diligence et de force, de sagesse, à ceux-là qui sont chargés de nous diriger, à ceux-là qui sont chargés de penser notre avenir, afin que le Seigneur soit avec eux. Ne néglige pas nos prières, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse, ont répété successivement avec piété Monseigneur Philippe Alain Baga et ses prêtres, avant d'entrer en communion avec l'humanité à midi pour le Pater Noster. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous, ainsi que notre pays, ainsi que tout le monde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que rien ne te trouble, ne t'épouvante,
tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Sainte Thérèse d'Avila invite le croyant sous un regard de foi, de confiance et d'espérance à lever les yeux vers Dieu. Renforcer sa foi par la prière tout en observant les mesures barrières prescrites, il faut le faire. Saint Thomas d'Aquin parle d'amitié de l'homme avec Dieu, qui le premier a offert son amitié à l'homme. L'initiative vient de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la région de l'Ouest, le gouverneur, accompagné de tous ses collaborateurs et des forces de maintien de l'ordre, se mobilise après 18 heures pour combattre la propagation de la pandémie. Descente surprise dans les bars et autres lieux de loisirs qui ne respectent pas la restriction, puis sensibilisation sur le coronavirus représente l'essentiel des activités. Compte rendu de Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Il y a des cas ici à Bafoussam, à l'hôpital régional. Et il y a beaucoup de gens qui sont éparpillés dans les villages, qui ont voyagé, ils sont arrivés ici, surtout dans les villages. Donc, faites très attention. Certaines mesures de restriction prescrites par le chef de l'État ne sont malheureusement pas respectées par un grand nombre de commerçants, conducteurs d'engins à 2 roues, propriétaires de snacks, restaurants et bars dans la ville de Bafoussam. Awafonka Augustine a fait ce constat en effectuant une descente surprise sur le terrain après 18 heures, 10 km parcourus à travers la cité, plus de 20 secteurs visités. Certains, au lieu de fermer et rentrer chez soi, ils restent plutôt à l'intérieur et continuent leurs activités et rentrer tardivement à la maison. Et malheureusement, ces attitudes vont pousser les gens à s'exposer. Nous constatons qu'il y a encore les gens qui sont indifférents ou qui sont sceptiques de ce qui se passe. Ils ont été sensibilisés et je crois que désormais ils sont bien outillés, ils sont bien sensibilisés par rapport à ça. Je crois que nous avons infligé les sanctions là où il fallait, là où les gens prenaient des choses à la légère, là où les ventes à portée étaient encore ouvertes à 18h, nous avons fermé et les propriétaires de ces ventes à portée, ces lieux de loisirs vont subir les sanctions prévues par la loi en vigueur. Afin d'intensifier cette campagne de sensibilisation, le numéro 1 de la région de l'Ouest était accompagné de tous ses collaborateurs, forces de maintien de l'ordre, tous à pied d'œuvre pour faire face efficacement et parfois dans la rigueur à cette maladie. Le 18 mars dernier, le gouvernement camerounais a rendu public un certain nombre de restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus sur son territoire. Des mesures qui peinent jusqu'ici à être respectées par certains citoyens et opérateurs économiques. Pourquoi ça coince et comment inverser la tendance? Patrick Christian Dobo aborde la question avec quelques acteurs de l'économie locale. La pilule des restrictions prescrites par le gouvernement a visiblement du mal à être avalée par certains Camerounais, malgré la menace avérée que le coronavirus fait planer sur le pays. Pour certaines associations de consommateurs, l'incivisme et l'absence de rigueur de la part de l'administration accentuent le risque déjà réel. Ces mesures se butent surtout à l'incivisme généralisé des populations. Nous avons fait les descentes hier sur le terrain. On constate que les populations ne sont pas au parfum des mesures prises au niveau de Yaoundé. Il faut maintenant passer à la phase de répression. Les activités de mototaxi et celles des débits de boissons sont particulièrement indexées dans ce registre. Pour certains leaders syndicalistes, la discipline s'impose autant que des mesures d'accompagnement pour éviter la banqueroute. Généralement, l'exploitant travaille la veille et le lendemain, il peut avoir un peu d'argent pour pouvoir résoudre ses problèmes quotidiens. Mais il est important de dire à mes collègues que c'est pour des besoins de santé. Nous demandons également au gouvernement de nous aider à apporter les mesures d'accompagnement, car aujourd'hui, si ce n'est pas le corona qui va nous tuer, c'est le stress parce qu'il va falloir payer ces charges-là. Nous demandons que l'État du Cameroun puisse accompagner ces pauvres lorsqu'ils seront contraints à rester chez eux pour équilibrer qu'au-delà du coronavirus, que la famine ne puisse pas être aussi un handicap à ces mesures-là. Le patronat déplore pour sa part l'absence de concertation préalable qui pourrait justifier le difficile arrimage à ces mesures.
lorsque le gouvernement tout seul prend des mesures, on a l'impression que, bon, ok, ils vont prendre les mesures et puis nous, on va suivre. Lorsqu'on se retrouve en groupe, on discute, on négocie. L'État fait valoir ses arguments, nous, on fait valoir nos préoccupations parce que, au finish, l'objectif est le même, assurer le bien-être des Camerounais. La réalité du danger apparaît donc évidente dans toutes les sorties sur la question. Quant aux mesures de restriction, leur application s'avère plus que jamais indispensable malgré de nombreux inconnus qui rendent l'équation difficile pour certains compatriotes. Nous le disions en titre, nous recevons comme invité ce soir Gervais Atedjoué, le secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Bonsoir Monsieur Atedjoué. Bonsoir Madame et bonsoir à vos chers téléspectateurs. La sortie de l'Ordre national des médecins du Cameroun était très attendue après la confirmation des premiers cas de coronavirus au Cameroun. Dites-nous, pourquoi insistez-vous sur les dangers de l'automédication? Nous devons insister parce que, comme vous le savez, la médecine est un art. C'est aussi une science. En tant qu'art, c'est un art qui, parfois, qui s'exerce en utilisant des substances nocives, parfois très dangereuses. Si elles sont utilisées en dehors des protocoles, en dehors d'un certain nombre de règles qui ont été validées. Donc, si quelqu'un reste chez lui, utilise un certain nombre de molécules sans savoir à quoi elles servent, ou peut-être sachant qu'elles soignent telle maladie, mais sans savoir les limites, ce que nous on appelle des contre-indications, ceci peut être délétère pour ces personnes. Donc, il est très important pour nos populations et pour les gens qui nous écoutent de savoir que le traitement, soigner une maladie, ça s'apprend, ça répond à des normes bien précises et ça répond à une discipline très exigeante. Ça c'est bon à savoir, mais avez-vous été associé par le gouvernement dans la recherche des solutions à cette pandémie? Ce que je peux dire, c'est que nous avons toujours été informés. Moi, personnellement, j'ai toujours été informé et au quotidien par le docteur Etundi, qui est le directeur de la lutte contre la maladie, dès le départ. Dès déjà la mise en place des dispositifs avant que le coronavirus, l'épidémie ne se déclare chez nous, toutes les mesures qui ont été prises, tous les dispositifs de veille qui ont été pris pour évidemment traquer les premiers cas et préparer la riposte. Et quelles sont les solutions en cours de mise en œuvre justement sur le plan médical? Dites-nous. Les solutions, je vais dire que sur le plan thérapeutique, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous raconte pas tout ce qui se passe qui traîne dans les réseaux sociaux, tout ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de solution thérapeutique. Et qu'est-ce qui est donc fait sur le plan médical? Sur le plan médical, bien évidemment, quand les gens sont malades, on va les prendre, on va les conduire dans les centres qui ont été retenus et où les gens ont été capacités, ou un certain nombre de structures qui ont été préparées à l'accueil de ces malades. En dehors de cela, et bien évidemment, avec le dispositif qui a été mis en place par les autorités, le ministre de la Santé, le centre d'accueil, ainsi de suite, d'appel, on est en train de trier les malades. C'est un centre de triage, parce que comme vous devez le savoir, et d'ailleurs c'est un message important à délivrer à vos téléspectateurs, tout le monde ne doit pas aller à l'hôpital. Parce que le coronavirus n'est pas venu gommer comme par un enchantement toutes les grippes traditionnelles, les raisons de... Pardon ? Que faut-il faire dans ce Ce qu'il faut faire, il faut appeler. Il faut appeler, il faut le répéter ici, il faut appeler le numéro vert qui a été mis en place, qui est le 1510. À côté du 1510, il y a un certain nombre d'autres numéros. Parce que c'est les spécialistes qui sont dans ce centre appel qui ont la liste des critères, qui sauront exactement dans quel cas. Ils sont vraiment opérationnels? Ils sont opérationnels. Moi, personnellement, j'ai eu à les tester, ils sont opérationnels. Il est sûr que ces 2 derniers jours, j'ai été contacté par un certain nombre de personnes qui étaient un peu, je dirais,
paniqué parce qu'ils n'arrivaient pas à recevoir, à atteindre le 15-10. J'ai appelé les responsables qui m'ont dit qu'en fait le 15-10 était en maintenance parce qu'on était en train de professionnaliser le dispositif, regrouper des lignes, mais en ce moment il est bien disponible à tout le monde. À côté de cela, il y a un certain nombre d'autres numéros, des numéros mobiles que les gens peuvent utiliser. C'est bien compris, M. Atedjo. Dites-nous pour terminer, jusqu'ici, les unités de prise en charge ne sont disponibles que dans les hôpitaux publics. Ne pensez-vous pas que les cliniques et autres hôpitaux privés devraient être associés? Personnellement, je ne pense pas. Personnellement, je serais contre le fait que les cliniques privées soient associées. Pourquoi? Parce que la riposte à cette pandémie est, comment dirais-je, c'est quelque chose d'organisé. D'organisé dans le cadre, bien entendu, d'un dispositif mis en place par la tutelle médicale de notre pays. Un certain nombre de choses ont été mises en place. Des capacitations ont été faites. Et les locaux, d'ailleurs, ont été prévus à cet effet. Ce qui n'est pas toujours possible dans le privé. Et je pense qu'il faut que ce soit regroupé parce que si cela n'était pas fait, vous verrez des gens contaminés qui se baladeraient dans tous les sens et ce serait dangereux. Donc pour moi, il faut d'abord qu'on laisse les structures publiques. Je reconnais personnellement que l'offre, si on peut appeler ça une offre, l'offre n'est pas suffisante pour le moment. Quelle est justement cette capacité d'accueil? Docteur, dites-nous quelle est la capacité d'accueil des hôpitaux publics actuellement? Qu'est-ce que vous appelez capacité d'accueil? Nombre de lits, nombre de chambres, nombre de pavillons? Je ne peux pas vous donner le nombre en ce moment, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre d'établissements qui ont été retenus et d'autres sont en cours d'aménagement pour accueillir les malades. Combien d'établissements, s'il vous plaît? Pour le moment, nous avons à Yaoundé 2, 3, je pense. Douala, il y en a un, la Kintini. Je sais qu'il y a un autre qui est en préparation, je pense, sans Mélima, qui va être apprêté. De toutes les façons, je pense que si je dois passer un message aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens sachent que le Cameroun n'aura jamais, et qu'on le sache, jamais assez de capacité pour absorber tout le malade. Ce ne sera pas possible. Le Cameroun n'aura jamais assez de capacité pour absorber tout les malades. Raison pour laquelle on le répétera jamais assez, il faut que les gens restent chez eux. Restez chez vous. Restez chez vous. Si vous êtes obligé de sortir, observez un certain nombre de règles simples qui ont été édictées. Distance de sécurité minimum 1 mètre par rapport aux autres. Lavez-vous les mains tout le temps. Vraiment régulièrement, soit avec de l'eau et du savon. Si ce n'est pas possible, il faut laver ou bien désinfecter les mains avec des solutions hydroalcooliques. Si vous devez tousser ou éternuer, faites-le dans le pli de votre coude. Ça, ce serait pas mal. Autre chose qui est très important, et c'est très important parce que les enfants, ils attrapent le virus comme tout le monde. Bien qu'attrapant le virus, ils ne vont pas faire la maladie comme nous tous. Parfois, ils font même très rarement la maladie. Mais c'est des distributeurs très efficaces. La fermeture des écoles n'équivaut pas à des vacances scolaires. Donc, gardez vos enfants chez vous. Gardez vos enfants chez vous. Ne les laissez pas sortir, aller s'amuser parce qu'après, vous ne contrôlerez rien. N'appelez pas les répétiteurs pour venir donner des cours parce que le répétiteur, vous ne savez pas où il est passé, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Il n'y aura pas assez de lits pour accueillir tous les malades si ça devait exploser. Il n'y aura pas assez de médicaments parce qu'on parle d'un certain nombre de traitements. Il faut faire attention. Pour le moment, il faudra peut-être, quand ce traitement, si jamais il arrivait à être validé, il faut encore le temps qu'on approvisionne notre pays. Ça peut prendre des mois. Et qu'est-ce qu'on fera pendant ce temps? Donc, respectez les mesures qui ont été recommandées. C'est très important. La Chine n'a jamais cassé la dynamique de cette pandémie en utilisant la chloroquine. Nous tous, nous le savons. La Chine a cassé cette dynamique grâce à la discipline, en respectant, peut-être aidés un peu par leurs autorités, les mesures qui ont été édictées. Merci M. Atedjo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général
de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Merci madame. Bonne soirée à vous. L'artiste ne meurt pas, c'est ce qu'on retiendra également de Manu Dibango. Bien que n'étant plus de ce monde, l'artiste saxophoniste reste vivant à travers ses œuvres. Ses notes de saxophone continuent d'être écoutées à travers des émissions de radio et de télévision. Présentation de par Delphine Founé et Francis Guetnan. Manu Dibango on air. Je crois que vous le connaissez par cœur. Immortel sur les antennes de la radio nationale. Le souffle du génie dans son saxophone désormais rangé, en rotation sur la radio à travers Dimanche midi de Jean Atangana. Dimanche midi. Dimanche midi. Dimanche midi. La CRTV Télé aussi a sa part d'héritage. Les indicatifs des émissions Tam Tam Weekend et Délire, entre autres, sont teintés des notes de saxophone de cette légende. Sont teintés des notes de saxophone du roi du Soul Makossa. Des œuvres qui devaient être traduites en film par le propriétaire du studio Carrel. Il était question qu'on fasse d'abord un film sur lui, sur ses œuvres, sur sa vie. Donc voilà un projet qui était en cours et qui avait beaucoup évolué. Malheureusement, on ne le fera plus. Et puis, sur le plan musical, il y avait des projets, parce que l'album de cette Camerounaise dont je vous ai parlé, qui vit en Suisse, à Genève, on devait avancer sur ce projet. Des projets avec lesquels Manu s'en est allé dans l'au-delà. Et de là, il restera dans les mémoires et les cœurs de ses fans, qui à jamais le célébreront, une virtuose de la musique camerounaise. Manu Dibango restera donc à jamais dans les mémoires. Longshang Company, une entreprise chinoise basée à Douala, passe un sale temps. Les employés en grève depuis janvier revendiquent le paiement de leurs droits. L'entreprise spécialisée dans la fabrication des chaussures en plastique est en pleine délocalisation et le personnel réclame le paiement des primes de congé et autres aérés de salaire avant le départ de celle-ci. Un mouvement de protestation a eu lieu ce matin devant les locaux de cette structure. Le reportage de Yasser Trésor-Tanon. Leur colère est à son paroxysme. Ils veulent leur argent avant le départ des employeurs chinois. Regroupés devant leur entreprise Longshang Company, spécialisée dans la fabrication des chaussures plastiques, installée dans la zone Bassa dans l'arrondissement de Douala 3e, les employés expriment leur ras-le-bol. Normalement, nous réclamons notre droit, les indemnités de transport, les congés non payés, les heures supplémentaires non payées. Depuis janvier qu'on est en train de faire la grève, on arrive là-bas, on nous donne les fausses rendez-vous chaque jour. Nous, on doit partir à l'inspection du travail, on nous donne les fausses rendez-vous. Le patron arrive là-bas, il gère ces choses là-bas, nous sommes dehors. Il travaille ici, ça fait 3 ans qu'il travaille ici. On a déjà enlevé la machine que nous on travaille. Je suis comme ça à la maison, je ne travaille pas. Mais nous dit rien. On vient seulement un jour, on dit que non, on ne travaille plus, le travail est fini. Mais ne dit rien, l'argent on ne paye pas. L'argent on ne paye pas. Il ne paye pas que nous on va faire comment. La situation dure depuis bientôt longtemps et l'entreprise en pleine délocalisation pour la Dibamba semble ne pas respecter sa parole pour ce qui est du désintéressement des employés. Nous les réclamons, ils nous font des rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. Et pendant ce temps, ils sont en train de déménager les sociétés pour fermer la société. Et au fur et à mesure qu'ils le font, ils renvoient le personnel au fur et à mesure. Même la marchandise qui vient dans les conteneurs, on ne peut pas savoir si c'est protégé ou si ce n'est pas protégé, puisque ça quitte de chez eux avant d'arriver ici. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas protégés de toutes ces maladies. Donc on ne sait, peut-être nous sommes même infectés, mais on ne sait pas. La société a fait appel aux éléments de la gendarmerie pour sécuriser les lieux. Nous sommes interdits d'entrer. Toute tentative de rencontre avec les responsables sera vaine. Quand nous quittions les lieux, les manifestants faisaient le pied de grue, espérant que la direction réponde favorable à leur requête pour éviter du grabuge.
Autre information, du plastique prohibé caché dans des sacs de haricots. Plus de 2,5 tonnes de sacs plastiques ont été saisis ce jour à Ngaoundéré, soit 8000 sacs noirs et 2000 autres de couleur jaune. Les agents du secteur de douane de la Damawa n'ont malheureusement pas pu mettre la main sur le contrevenant qui essayait de ravitailler la ville de Yaoundé. Eringele signe ce reportage. Parti de Guidère à destination de Yaoundé, avec une cargaison de haricots blancs appelés Niébé, de mil et de maïs, ce gros porteur a traversé toutes les barrières des douanes du Nord jusqu'au poste de Yarayalna, à 33 km de Ngaoundéré, où les gabelous se sont montrés à 20 h, plus incisifs dans la fouille des produits de contrebande et de contrefaçon. C'était hier, aux environs de 20 h, que le camion a été saisi au niveau de la falaise. Nous avons eu nos informations, comme d'habitude, qu'un grand camion en partance du nord pour la Damawa transportait un certain nombre de sacs, supposés être des sacs de haricots. Aidés par les éléments du commissariat spécial de Mbé, les douaniers découvrent de prime abord 19 sacs de 100 kg, particulièrement bien chargés. Dans ces 19 sacs de mil rouge, on a trouvé 51 colis. Et monsieur avait caché une partie à Mbé, dont les éléments sont allés hier soir prendre ces colis à Mbé. Les éléments de la délégation régionale de l'environnement, intervenus à la descente du gouverneur de la Damawa ce jour, ont décidé d'étendre les investigations sur tout le chargement, ce qui va livrer au finish 64 sacs contenant chacun 2 ballots de 20 kg de plastique non biodégradable de moins de 61 microns, soit 128 ballots de ce plastique prohibé sur le territoire camerounais, une charge totale estimée à 2560 kg. Nous allons rendre ça inutilisable. Inutilisable, ça veut dire quoi? Nous allons piquer dans chaque emballage, nous allons les déchirer et nous allons remettre ça à des structures agréées qui vont les valoriser. Nous allons faire un procès de constatation d'infraction. Là, nous allons frapper, nous allons lui donner l'amende la plus forte. Toutefois, il s'est devenu coutume de le dire, le propriétaire de cette cargaison est jusqu'ici introuvable, selon les gabelous. Quittons la Damawa pour le littoral. Des boutiques et logements totalement détruits au quartier Bonapriso. Les litiges fonciers continuent à Douala. Les ayants droit à la succession du feu Joseph Essombe Musinga se déchirent. Des familles se retrouvent aujourd'hui sans toit et des propriétaires de boutiques pratiquement ruinés. Suivons plutôt ce reportage de Charles Robert Itoc et Thierry Nana. Logements et boutiques complètement détruits. Nous sommes au lieu dit Collège des Nations à Bonapriso. La scène se passe entre 6h et 7h30 du matin. Les décombres observés attestent de la violence dans l'exécution de cette destruction. Les locataires et tenanciers des boutiques n'ont que les yeux pour pleurer. Hier soir, on a fermé à 18h. À 18h, le bailleur ne nous a rien dit. Ce matin, à ma grande surprise, j'arrive et je trouve qu'on a tout cassé. On a perdu beaucoup de choses. On a récupéré seulement un peu. Ce matin que je vois les appels, je suis saute même dans le sommeil parce que je dormais. Donc on m'appelle, on me dit que je reviens rapidement. Voici la boutique, on a tout cassé. Perdu beaucoup de choses, y compris même l'argent. On ne trouve pas, là, il y avait l'argent en question, on ne trouve pas l'argent. Il y a les téléphones, on ne trouve pas. Les verres sont cassés, on ne retrouve pratiquement pas toutes nos choses. On a récupéré juste une minime partie, les climatiseurs cassés, tout. On ne retrouve rien. On n'a pas eu de sommation. Jusqu'à hier soir, on a travaillé, là, on ne nous a rien dit. On a perdu énormément de... L'origine de cette démolition serait liée à un litige foncier familial opposant les ayants droit à la grande succession du feu Joseph Essombe Musinga. Les écriteaux sur le mur parlent d'eux-mêmes. Mais comme vous le constatez, nous avons été surpris ce matin, aux environs de 5 heures, assaillis par des gros bas, vraiment sauvagement équipés. Et quelques heures après, c'est les forces de l'ordre qui sont descendus, plus les engins, enfin un engin, et voilà les dégâts. Les pertes sont énormes et pour l'heure, les personnes expropriées sans préavis d'expulsion attendent d'être rétablies dans le droit. C'est sur ces images que nous refermons le 19h50. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur Canal 2 International et à demain.